Au sud du continent européen, à l'ouest de la Méditerranée, un groupe d'îles émerge près de la péninsule ibérique, les Baléares. Elles forment un ensemble composé de 4 îles principales. 2 d'entre elles constituent une entité à part entière. Ibiza est la 3e des Baléares en superficie. Elle est accompagnée de sa petite voisine, Formentera, au profil étonnamment plat. Depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, les îles ont servi de relais à plusieurs cultures. Les Phéniciens ont précédé les Carthaginois et, très vite, les populations successives ont cherché à se protéger des menaces extérieures. Dès le Moyen-Âge, les fortifications apparaissent. En 1983, les Baléares deviennent une communauté espagnole autonome, 3 ans avant l'entrée du pays dans l'Union européenne. À vol d'oiseau, l'Afrique du Nord est proche. L'influence musulmane se fait sentir jusque dans l'habitat traditionnel. Les murs couverts de chaux ont valu à Ibiza le nom d'île blanche. Les mouvements de population se sont d'abord limités à la mer Méditerranée. Mais dès la fin de l'Empire romain, des peuples d'origine germanique ont ajouté des couleurs plus claires à la physionomie des Méditerranéens. Beaucoup d'immigrants sont arrivés à Ibiza il y a une 40aine d'années à la faveur d'un mouvement né aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Ils remettaient en cause l'ordre établi et préconisaient la liberté des mœurs. Avec leurs cheveux en bataille et leurs idées pacifistes, les hippies ont apporté leur goût pour les philosophies orientales et les produits dérivés de leur artisanat. Les substances hallucinogènes aidaient à voir le monde autrement en lui donnant des nuances psychédéliques. L'esprit communautaire des hippies et leur sens de la fête ont fait de nombreux adeptes. Un état d'esprit que l'on retrouve d'ailleurs dans les traditions locales. Les influences du Maghreb y sont bien visibles, notamment au plan vestimentaire. Elles sont d'autant plus fortes que l'île d'Ibiza fut christianisée très tard. La plupart des églises n'apparaissent qu'au XVIIIe siècle. Les proportions d'Ibiza sont harmonieuses. Elles mesurent 40 km de long pour une largeur moyenne de 20 km. À Iviça, la ville principale, est établie sur un site ouvert à la Méditerranée. Son port est connu depuis la haute antiquité car il est bien abrité des vents du large par les collines avoisinantes. La ville fut souvent la victime des pirates au cours de son histoire. Les embarcations turques ou mauresques fondaient sur la cité en se livrant au pillage. Les temps ont changé. Le port est désormais fréquenté par des bateaux qui n'ont rien d'hostile. Au pied des remparts se blottit le quartier de Sa Peña. L'ancien quartier des pêcheurs s'agrippe à la colline qui domine la mer. La blancheur éclatante des murs chaulés et les maisons repliées sur elles-mêmes évoquent le monde musulman. Peña signifie rocher en espagnol. Le quartier doit son nom à la configuration des lieux. Faute d'espace, les maisons jouent des coudes et s'élèvent pour capter la lumière. La nouvelle ville s'est étendue bien au-delà des remparts. Au bord des larges avenues, la bourgeoisie du XIXe siècle aligna des immeubles cossus, aujourd'hui remarquablement restaurés. Les décorations sont typiques de la transition entre l'art nouveau et l'art déco. Sur la façade occidentale de l'île, San Antoni de Portmany. Pour montrer qu'une bonne idée est toujours simple, le navigateur Christophe Colomb avait fait tenir un œuf vertical. La ville a fait preuve du même sens pratique pour se donner une nouvelle impulsion. La localité a beaucoup changé. Les anciens ne la reconnaissent plus vraiment. L'ancien port de pêche des Romains, Porto Magnus, s'est en effet reconverti dans l'animation permanente.
côte nord lève brutalement des falaises impressionnantes. Les voies d'accès sont rares, sauf du côté de San Miquel. Le mouillage est connu depuis l'Antiquité pour être bien protégé du vent. Les rochers et les hauts fonds n'ont jamais vraiment contrarié les bateaux des pirates turcs qui écumaient la côte dès le XIVe siècle. La menace était telle que l'on érigea des tours de guet pour prévenir les incursions des pillards. Près de la plage de San Miquel, la roche calcaire est creusée de profondes excavations. La Cova de San Marsa est ouverte depuis environ 100 000 ans. Les contrebandiers y ont longtemps stocké les produits de leur trafic. L'une des plus séduisantes baies d'Ibiza s'enroule autour de Santa Eulalia del Riu, sur la côte est. Riu veut dire fleuve en catalan. Un fleuve qui se jette dans la baie quand il n'est pas à sec. Sur le Puig de Missa, le pic de la Messe, à partir du XVIe siècle, une église fortifiée hébergeait les populations lors des attaques maures. L'épaisseur des murs donne une idée de la crainte que les musulmans suscitaient. La baie de Santa Eulalia a bien failli perdre tout son charme dans les projets immobiliers des années 1970. Heureusement, les promoteurs ont fini par adopter un rythme plus décontracté. Près de la mairie, sur la place d'Espagne, on prend le temps de vivre sur les terrasses ombragées. La fête ne connaît pas de limite à Ibiza. D'ailleurs, l'île elle-même n'a pas de limite. Même la terre semble se prolonger à l'infini dans la mer. Ibiza, c'est la fête des sens. L'île de Minorque s'étire sur 48 km. À l'est, Mao est la capitale, établie au fond d'une ria, une longue rade, déjà fréquentée par les Phéniciens 800 ans avant Jésus-Christ. Mao possède le port naturel le plus vaste du monde après celui de Pearl Harbor, aux îles Hawaï. La ville s'est très tôt souciée de sa défense. Le commerce prit son essor dès l'époque romaine. Mais la cité florissante ne disposa de protection fortifiée qu'au milieu du XVIe siècle. Elles seront insuffisantes pour repousser les Anglais, qui resteront un siècle. Grâce aux Anglais, l'industrie navale et les affaires prospèrent. La ville change aussi d'allure. Les militaires, les bourgeois et les aristocrates britanniques se font construire de belles résidences. Ils y mènent grand train, bien loin de Londres. Les couleurs des façades et l'aménagement de fenêtres typiques
les bow windows, ne font pas partie des traditions méditerranéennes. Le mal du pays tourmentait parfois les Anglais. En direction du sud, la végétation est particulièrement dense. 15% de la superficie de l'île sont couverts par une forêt de pins et de chênes verts. La végétation réussit même à coloniser les rochers qui dominent la mer. De nombreuses calanques découpent le rivage. Pour creuser une calanque dans la roche calcaire, la mer s'engouffre dans une faille géologique qu'elle élargit petit à petit. Le village de Binnicker Bay, au sud-est de l'île, a été entièrement reconstitué dans les années 1980. À travers le dédale de ses ruelles, il reproduit un petit village de pêcheurs. L'empreinte musulmane y est parfaitement claire. La roche calcaire, friable, subit en permanence l'érosion marine. Le vent chargé d'embrun salé et l'échauffement de la pierre par le soleil assurent la première partie du travail. Les vagues s'occupent du reste en attaquant la muraille à la base. Une grotte naturelle se découpe dans la falaise à la Cova d'Enchoroy. Elle fut jadis habitée. La plage de Sunbow est la plus longue de Minorque, 4 km de sable fin. Minorque a été classée réserve de biosphère par l'UNESCO. L'île était déjà la mieux préservée des Baléares, mais le label améliora encore son image à l'extérieur. Ciutadella est à 45 km de Mao et les deux villes ont longtemps été rivales. Ciutadella signifie « petite ville » en dialecte minorquin. La localité est dotée d'un port remarquablement protégé. Il se situe à l'extrémité d'une longue ria. L'étroite rade naturelle pénètre jusqu'au cœur de la cité, au pied de l'hôtel de ville. La présence catholique est très ancienne à Ciutadella. La ville était déjà le siège d'un évêché au 5e siècle. L'Église catholique y bénéficiait de confortables revenus et de fidèles alliés. Elle put notamment compter sur le soutien des chevaliers de Malte, très influents aux Baléares au XIVe siècle. Les fêtes de la Saint-Jean remontent à cette époque. En tenue d'apparat, le cheval de pure race minorquine attend son heure pour entrer en scène. Il est monté par le caïcher. C'est le nom donné aux cavaliers. Les cavaliers se rapprochent de la place de la cathédrale, où la population les attend. Soudain, les applaudissements se déchaînent. Ils saluent l'arrivée du Fabiolaire, juché sur un âne. Au son du pipeau et du tambour, le personnage ouvre officiellement le défilé des chevaux. La cavalcade débute. Dans un ordre précis, une centaine de cavaliers accomplissent un parcours immuable. Les chevaux se cabrent sous les cris du public et répètent le mouvement sans arrêt. Les spectateurs les plus audacieux tentent de les toucher en prenant quelques risques.
Un cavalier équipé d'une lance retient difficilement son cheval qui trépigne. Comme dans les joutes équestres du Moyen-Âge, il s'élance au milieu de la marée humaine. Au grand galop, le cavalier fonce vers l'objectif. À chaque tentative, la foule encourage les cavaliers. But du jeu, passer la lance dans un anneau suspendu. Lorsque le but est atteint, la foule se déchaîne. La fête de la Saint-Jean coïncide à quelques jours près avec le solstice d'été. C'est le jour le plus long de l'année, mais la lumière finit par tomber. Les feux de la Saint-Jean éclairent alors la nuit la plus courte de l'année. Quand les feux de bois commencent à fléchir, les feux d'artifice prennent le relais. Les feux que les Phéniciens apercevaient au large de l'île ressurgissent de la nuit des temps. Ils éclairent l'île de Minorque sous un jour nouveau. Ils dessinent les contours d'un peuple et d'une culture pétris par l'histoire. Les échos de Minorque se fondent dans le bruit des sabots des cavaliers de la Saint-Jean. Sur la côte au sud-ouest, la ville de Palma est la capitale de Majorque et de toute la communauté autonome des Baléares. Elle a été fondée par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans un site bien abrité au creux d'une large baie. La cité jadis appelée Medina Mallorca fut musulmane pendant 5 siècles. Elle connut son apogée avec les Catalans qui la baptisèrent Ciutat de Mallorca, un nom qu'elle conserva jusqu'au XVIIIe siècle. La vieille ville semble sortie en droite ligne du Moyen Âge. Les maisons occupent le moins d'espace possible. En effet, l'espace manquait à l'intérieur d'une enceinte qui cerna la ville jusqu'au XIXe siècle. Chef-d'œuvre de symétrie, la Plaça Mayor est un joyau du baroque. Au cours des 2 derniers siècles, les architectes laissèrent leur créativité s'exprimer pour satisfaire les goûts d'une riche clientèle. Toutes les influences convergeaient sur le même support, dans un mélange foisonnant de lignes, de moulures, de frises et de bas-reliefs. Dans plusieurs pays européens, l'art nouveau émergea à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle. Il reprenait des motifs végétaux qu'il travaillait dans la pierre, le verre, le bois et le métal. Tout près de Palma, la végétation reprend vite ses droits. Elle envahit le jardin d'une maison mallorquine typique du XVIIe siècle. Les murs
sont couverts de dessins réalisés au charbon de bois par l'un des artistes majeurs du XXe siècle, Juan Miró. La fondation Pilar et Juan Miró porte le nom de l'artiste et de sa femme. Elle a été créée en 1981 autour des ateliers que Miró utilisait lorsqu'il résidait à Majorque. Le peintre, né à Barcelone, passait ses vacances sur l'île. Il s'installera définitivement à Majorque à 63 ans, jusqu'à la fin d'une existence entièrement vouée à la création. En s'éloignant de Palma et en direction de l'Est, la ville s'efface devant les cultures. Au pied de la Serra de Tramuntana, la montagne de la Tramontane, commence la plaine démesurée qui s'étend au centre de l'île. Après avoir traversé la plaine, on aboutit sur la côte orientale. Les endroits pour accoster sont rares. D'où l'attrait des petits ports de la côte Est, encore fréquentés par les pêcheurs. Sur la côte, des grottes impressionnantes ont été creusées dans le calcaire. Une véritable forêt de concrétions calcaires tapisse la grotte. Elle se reflète dans les eaux d'un lac souterrain, l'un des plus grands d'Europe, le lac Martel. Il porte le nom d'un spéléologue français qui a exploré l'endroit à la fin du XIXe siècle. Au plus profond de la grotte, le spectacle change soudain. Sur des barques éclairées, des musiciens parcourent la cathédrale souterraine. La route qui longe la côte au nord-ouest doit négocier son passage avec la Serra de Tramuntana. La montagne laisse peu d'espace à la circulation, car elle plonge brutalement ses roches dans la mer. Le long du littoral, les villages n'ont d'autre solution que de s'accrocher au relief. Les localités se blottissent contre le rassurant clocher de leur église. Sur la côte au nord-ouest, le port de Sóller bénéficie de la protection des montagnes. Dans la baie bien abritée, la surface de l'eau ondule à peine. Un endroit où de nombreux plaisanciers viennent jeter l'ancre, car on y cultive un sens inné de l'hospitalité. Dans le marbre de Carrare, ou le calcaire de la roche, l'île de Majorque suscite la création artistique sous toutes les formes. Jamais à court d'inspiration, elle marie le soleil et les arts.